Zone Europe sur Sensation. Hola, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Zone Europe sur Radio Sensation et TV78, une émission spéciale enregistrée à Barcelone en Espagne. L'Espagne, un pays de plus de 47 millions d'habitants, membre de l'Union européenne depuis le 1er janvier 1986 et membre de la zone euro depuis le 1er janvier 1999. Zone Europe. L'Espagne est la première destination des jeunes européens qui partent étudier dans le cadre du programme Erasmus+, Rencontre à Barcelone. Je m'appelle Rikael Eric Andriana, je suis en 3e année de double licence en philosophie et en sciences politiques. Donc 20 ans, et ça fait maintenant 3 ans que j'étudie à Paris. Pour cette dernière année, je suis dans le cadre d'un échange universitaire, un Erasmus à Barcelone. Pour ma part, ça a été principalement pour la langue espagnole. J'avais le choix entre l'Amérique latine ou un autre pays hispanophone, l'Espagne. Et mon choix s'est porté sur l'Espagne parce que je voulais garder cette dimension européenne. Même si je n'ai pas eu le cadre d'approfondir énormément les questions européennes, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, on va dire, un peu plus et sur lequel j'ai une vision... J'ai peut-être un rapport un peu plus proche que l'Amérique latine. Et pourquoi Barcelone ? Parce que la question des identités est quand même quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire que pendant 17 ans j'ai vécu à La Réunion, territoire français, mais avec quand même une forte identité réunionnaise et française. Et pour le coup, me retrouver dans une communauté aussi particulière qui est la communauté catalane, Barcelone, je pense qu'un peu de tout ça a fait que je me retrouve actuellement en Espagne, en Espagne surtout à Barcelone. Et sinon, ça a été aussi l'occasion, et c'est l'occasion pour moi de découvrir de nouvelles matières, des matières que je n'ai pas l'occasion de faire dans mon parcours universitaire. Donc dans mon parcours, je peux faire des sciences politiques, je peux faire de la philosophie, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément le choix d'approfondir certaines parties. Par exemple, en sciences politiques, je peux approfondir un peu plus le côté affaires publiques actuellement, avec des cours comme analyse des politiques publiques, finances publiques, donc des choses que je n'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup travailler dans mon parcours principal. Pour pas mentir et être transparent, je ne vais pas faire une vidéo YouTube avec 46 choses à faire du matin au soir, mais bon, généralement, une journée Erasmus, on va dire que ça se passe en 2 grandes parties. Le réveil, qui se passe en général entre 7h30 et midi, donc tout dépend de comment est-ce que la soirée s'est passée, et ensuite l'après-midi, le soir, avec les différentes activités qu'on a en tant qu'Erasmus. On se voit entre amis le soir, on passe du bon temps. Voilà, ce sont les 2 grandes parties de la journée. Ensuite, plus précisément, en général, le matin, pour ma part, je n'ai pas de cours, donc je me concentre un peu plus sur mes projets personnels. Je fais pas mal de candidatures en ce moment parce que j'aimerais bien, au second semestre, continuer sur d'autres projets, ou sinon dormir tout simplement, parce que l'Erasmus, c'est aussi l'occasion de changer un peu d'air. Et l'après-midi, je le consacre plus aux cours, parce que, petite particularité que je retrouve ici, c'est que j'ai eu l'occasion de choisir vraiment des plages horaires. Par exemple, je n'ai quasiment que des cours l'après-midi ici à Barcelone, donc l'après-midi mes cours, et ensuite le soir, libre à chacun de continuer. Pour ma part, c'est des sorties entre amis, du sport aussi, parce que je peux faire du sport et ça c'est quand même assez agréable. Possibilité grâce au SAF, qui est le service sport à Barcelone, à l'UAB, notre université barcelonaise. Et voilà en général. Pour toute personne qui est à peu près dans la situation que j'ai, à 100% je la recommanderais. Forcément, en tant qu'étudiant en sciences politiques, intéressé notamment par les questions internationales, les affaires publiques, mais aussi les questions internationales, la diplomatie.
À 100%, ce serait une recommandation. Surtout là où je suis, à Barcelone, parce que il me semble que Barcelone n'a pas n'a pas la réputation qu'elle mériterait. C'est-à-dire que pour les Français, je trouve que la barrière catalane est encore un peu trop forte. Alors que le catalan est quand même une langue à l'entrecroisement entre le français, l'italien, l'espagnol, et qui peut se comprendre, qui peut se travailler assez rapidement avec un peu d'effort. Donc à 100%, je recommanderais cette destination. Et sinon, l'Erasmus en général, oui. Alors, je ne sais pas dans quelle situation est-ce que ça pourrait être quelque chose de regrettable. Bon, il y a toujours des expériences mauvaises et des expériences malencontreusement, qui se terminent malencontreusement mal. Mais pour ma part, c'est vraiment l'occasion de découvrir des nouvelles cultures, plus que l'on pourrait s'y attendre. Parce que pour ma part, je m'attendais à retrouver beaucoup d'Espagnols, surtout de Catalans. Mais en fait, en Erasmus, il ne faut pas oublier que nous sommes Erasmus et étudiants venant de toute l'Europe en général, mais aussi des étudiants en accords bilatéraux. Je retrouve pas mal d'étudiants du Chili, certains d'Argentine, du Brésil, et aussi bien sûr de l'Europe, donc des Italiens, beaucoup d'Italiens, de Napolitains par exemple, d'Allemands, de Britanniques, enfin bref, vraiment une ouverture incroyable sur toutes les cultures, autant européennes que extra-européennes. Zone Europe. On vient de le voir, les étudiants sont nombreux ici en Espagne. Qu'est-ce qui les pousse à venir ici? Quels sont les atouts de l'Espagne? Écoutez les réponses de Alfonso Gentil Alvarez Osorio, c'est le directeur du service espagnol pour l'internationalisation de l'éducation. Erasmus Plus es el programa de la Unión Europea que ofrece oportunidades para todas las personas y en todos los sectores educativos. Erasmus Plus est le programme de l'Union européenne destiné à tous et à tous les secteurs de l'éducation. Éducation scolaire, formation professionnelle, études supérieures et formation des adultes. Les principales actions du programme visent d'une part à soutenir la mobilité des étudiants pour la formation et d'autre part à soutenir l'innovation et les collaborations pour l'échange des bonnes pratiques éducatives, les associations pour la coopération. Le nouveau programme Erasmus+, pour la période 2021-2027, dispose d'un budget de plus de 26 milliards d'euros, soit près du double des fonds dont était doté le programme précédent entre 2014 et 2020. Cette nouvelle programmation est aussi davantage inclusive, digitale et écologique. Elle doit permettre de soutenir la transformation digitale, l'inclusion, la diversité et la lutte contre le changement climatique. Grâce à Erasmus+, il sera également possible de financer des projets de mobilité et de coopérations internationales pour la formation et pour plus de 10 millions de personnes de tous âges et de tout pays. L'objectif général du programme est d'aider à travers l'apprentissage permanent le développement des projets d'éducation tant au niveau personnel que professionnel, des personnes évoluant dans les secteurs de l'éducation, la formation, la jeunesse et du sport. Et ce, aussi bien en Europe qu'ailleurs dans le monde. Ainsi, Erasmus+ contribue au développement durable, à la création d'emplois de qualité, à la cohésion sociale et encourage aussi l'innovation à fortifier l'identité de l'Union européenne et la vie démocratique. Grâce à son volet inclusif, Erasmus+ offrira davantage d'opportunités pour tout le monde, y compris les personnes issues d'origines de milieux sociaux et économiques diversifiés. Les demandes de subventions sont également simplifiées pour pouvoir faciliter les candidatures des plus petites organisations. Erasmus+ est aussi plus numérique. L'aide au développement des capacités numériques est renforcée en lien avec le plan d'action dédié à l'éducation digitale de la Commission européenne. Y Erasmus Plus es más ecológico, conforme al Pacto Verde Europeo. Erasmus+ est plus écologique. Conformément au Pacte vert pour l'Europe de la Commission, le programme donnera l'exemple en encourageant les participants à utiliser des transports à faible émission de carbone comme le train et le bus, en plus de soutenir les projets qui sensibiliseront au changement climatique. Enfin, Erasmus+ sera plus international, permettant ainsi la coopération avec des pays tiers. Une coopération qui était jusqu'à présent réservée aux études supérieures et qui sera désormais étendue aux autres secteurs. Dorénavant, les étudiants, le personnel enseignant et non enseignant pourront aller à l'étranger pour étudier, travailler et se former. Le nouveau programme sera également développé de manière à soutenir davantage l'inclusion des personnes qui en ont le plus besoin, personnes en situation de handicap, précaires ou réfugiés.
Según el último informe anual Erasmus Plus de la Comisión Europea, Selon le dernier rapport Erasmus+ de la Commission européenne, l'Espagne reste le premier pays d'accueil pour les étudiants Erasmus+, ayant reçu 52 830 étudiants en études supérieures. L'Espagne est aussi le deuxième pays d'origine des étudiants en Europe, avec plus de 44 000 jeunes espagnols qui ont pu étudier dans un autre pays européen. Concernant les autres publics, c'est-à-dire l'éducation scolaire, la formation professionnelle et l'éducation des adultes, l'Espagne se situe aussi dans le haut des classements européens. D'autre part, à la fin de chaque année universitaire, nous organisons le salon Étudier en Espagne. Ce rendez-vous permet de faire valoir les avantages de l'Espagne et de son système universitaire, qui est une référence internationale destinée à tous les étudiants qui souhaitent se former, quel que soit leur niveau d'études. L'Espagne offre une expérience de formation reconnue, moderne et avancée, qui permet aux étudiants de développer et d'exprimer leurs qualités dans notre pays. Un pays européen, inclusif, durable, digital, sûr, créatif et qui encourage à l'apprentissage. Creativo y que impulsa el emprendimiento. De hecho, nuestras universidades están abiertas al talento, la innovación y la inclusión. Autrement dit, nos universités sont ouvertes au talent, à l'innovation et à l'inclusion. Elles sont aussi des exemples à l'international, bien positionnés dans les classements internationaux. Les universités espagnoles disposent de nombreux programmes en anglais et bourses d'études. Ainsi, selon le dernier classement international de Shanghai, 12 établissements espagnols se classent parmi les 500 meilleurs du monde. Toutes ces qualités, combinées à notre qualité de vie, notre gastronomie et notre climat, font de l'Espagne la porte vers le futur. Zone Europe sur Sensation. J'ai rendez-vous maintenant avec Max Vasseur, il est directeur de l'Institut français ici à Barcelone. Il a été créé en 1921 pour favoriser les échanges entre la France et la Catalogne. Max Vasseur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'Institut français de Barcelone depuis septembre 2019. Alors je voudrais tout d'abord qu'on revienne sur votre parcours avant d'en savoir un peu plus sur les activités de l'Institut. Vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos voyages ? Professionnellement, pardon, j'ai pas tant voyagé que ça. Il s'avère que la direction de l'Institut français de Barcelone, c'est mon deuxième poste pour le ministère des Affaires étrangères. J'étais auparavant en Amérique centrale, au Salvador, où je dirigeais l'Alliance française de San Salvador. Et j'ai dirigé cet établissement entre 2015 et 2019. Et auparavant, j'étais dans mon administration d'origine, entre guillemets, chef d'établissement scolaire dans l'éducation nationale, dans l'Académie de Lille. À Lille, exactement. C'est une bascule qui s'est faite naturellement pour vous ? C'est une bascule qui s'est faite progressivement. Ça a été le fruit d'une réflexion assez longue. Et puis aussi, au moment où la décision a été prise, ça n'a pas marché tout de suite, puisque je ne sais pas si vous savez, mais en fait, on postule tous les ans à un appel à candidature qui est publié par le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir candidater sur ces postes-là. Et ça ne marche pas obligatoirement du premier coup, donc j'ai dû me montrer persévérant. J'avais postulé en 2013, ça n'a pas fonctionné en 2014 et je suis fini par partir en 2015. Alors on le disait, hein, vous êtes, depuis septembre 2019, vous êtes arrivé ici à Barcelone. Si on doit résumer vos missions ici, c'est faire connaître la culture française, la langue française ? Oui, en gros, c'est ça. La mission générique, effectivement, c'est établir des ponts linguistiques, culturels, éducatifs, universitaires, et faire en sorte que sur tous ces axes-là et sur toutes ces thématiques-là, la France puisse rayonner en Espagne et particulièrement en Catalogne pour ce qui me concerne. Notre première mission, c'est effectivement de proposer aux locaux un apprentissage de la langue. Et on a 2000 élèves qui sont là. Je rajouterais une petite spécificité au-delà de ces missions et du cadre général de ces missions. C'est la gestion de la crise Covid, évidemment, puisque je suis arrivé quand même
6 mois avant que tout ça ne débute. Et beaucoup de mon temps et beaucoup de mon énergie ont été consacrés à la gestion de la crise sanitaire qu'on traverse et de l'ensemble des répercussions que ça peut générer pour un établissement tel que le nôtre. Justement, vous disposez de quels moyens pour gérer que ce soit la crise sanitaire, que ce soit tous les événements que vous organisez? D'abord, l'énergie humaine est un carburant très fort. On s'est rendu compte effectivement dans cette crise que en se serrant les coudes et en se montrant combatif, on pouvait résoudre un certain nombre de problématiques auxquelles on a été confronté. Plus globalement, le modèle administratif, le modèle économique d'un établissement tel que le nôtre, c'est un établissement à autonomie financière. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce qui fait que, en gros, la majeure partie de notre budget est composée de la vente des cours de français qui sont les nôtres. Donc, on est aussi soumis aux fluctuations de nos publics. Vous adressez à qui? Vous parlez de public? Alors, le public, ce sont des élèves et donc des Catalans ou la communauté internationale vivant à Barcelone qui souhaitent apprendre le français. L'Institut français est une institution centenaire et donc qui jouit à ce titre d'un certain prestige. La qualité de notre offre linguistique est reconnue et on bénéficie effectivement d'une bonne visibilité sur Barcelone et sur la Catalogne. Alors justement, quels sont les temps forts pour vous depuis que vous êtes arrivé ici à Barcelone, des événements qui vous ont marqué peut-être? Il y en a plein. C'est difficile de tirer un événement. Je dirais que on collabore avec plusieurs festivals qu'on accueille ici à Barcelone. Le festival Oui, festival de théâtre en français, festival Olala de cinéma francophone, le festival Fire qui est un festival de cinéma LGBT qui se présente en juin. Donc, tout ça sont des moments très forts puisque ça génère un flux de public assez important sur un plan culturel. Beaucoup de cinéma. Et si je devais retenir un événement, je dirais que c'est le premier quasiment que j'ai vécu ici en arrivant, puisque on a accueilli Nicolas Mathieu qui venait de remporter le Goncourt en 2019. Non, il a remporté en 2018, on l'a accueilli en 2019. Et c'est la première fois de ma vie que je dînais avec un prix Goncourt. Et ça m'a impressionné. Je me suis vraiment bien attaché à lire le livre, à le relire même, pour pouvoir bien échanger avec Nicolas pendant le dîner, à la suite de la présentation. Et il s'avère que pendant le dîner, on n'a pas du tout parlé de son livre. Mais bon, c'était tout aussi intéressant. Ça valait quand même le coup de le lire. Ça valait quand même le coup de le lire, exactement. Et je lis beaucoup de livres depuis que je suis ici. On recevait hier soir Marie Ndiaye. On recevra dans le courant du mois de novembre Yasmina Reza la semaine prochaine. Et à la fin du mois, Boris Cyrulnik et Philippe Claudel. Donc beaucoup d'auteurs qui passent par Barcelone et qui nous font le plaisir de venir jusqu'à nous. Et vous parliez du public catalan. Est-ce qu'il est réceptif à tout ce qui se passe ici avec l'Institut français? Il y a une longue et grande histoire d'amitié ou d'amour ou de voisinage, alors ça dépend et des degrés divers, entre les Catalans et la France. D'abord à cause de du caractère transfrontalier de nos géographies respectives. Et puis il y a une histoire commune, je crois, il y a une passion. On travaille donc cette année sur le centenaire de l'Institut français de Barcelone qui a vu le jour en 1921. Tout comme Georges Brassens a vu le jour en 1921. Et quand on parle de Brassens, par exemple, ici en Catalogne, ça fait écho, ça résonne immédiatement, etc. Donc il y a effectivement toute une histoire qui résonne dans la tête des Catalans aujourd'hui. Et puis l'Institut français a joué un rôle assez important pendant le franquisme pour maintenir une certaine forme de liberté d'expression chez les artistes catalans. Et je pense que ça reste aussi dans la mémoire collective. Vous pensez que la France représente quoi pour eux? C'est une question... C'est plutôt culturel, plutôt la langue française, la gastronomie Je dirais qu'on a tous nos forces et on a tous nos faiblesses. La gastronomie espagnole est excellente. Il y a aujourd'hui énormément de bons vins aussi en Catalogne. Donc moi, je découvre ça. La littérature, je crois que c'est un thème qui
qui plaît énormément, et le cinéma, la littérature et le cinéma, ce sont deux dimensions artistiques qui attirent énormément les Catalans. Et puis je dirais, au-delà de ça, l'université, la mobilité étudiante. On a affaire ici à énormément de jeunes qui se destinent à partir étudier en France, soit à travers de programmes Erasmus, soit pour des élèves qui sortent d'établissements Bachibac, qui est donc le double diplôme, baccalauréat et bachillerato en Espagne, ce qui leur permet d'aller effectivement étudier en France. Et je crois que c'est quelque chose qui effectivement les attire énormément. Et puis Paris restera toujours Paris. Effectivement, là-dessus, on ne pourra jamais contester ça. Alors, on parlait des événements tout à l'heure. Par le passé, vous avez accueilli, vous le disiez, des festivals de théâtre, de cinéma, beaucoup d'artistes français, dont vous nous avez cité quelques noms. Quel plaisir ces artistes trouvent-ils à venir ici et à être confrontés à un regard étranger, un regard espagnol qui n'est pas forcément le même que le public français? Bon, ça dépend des artistes, je dirais, mais pour le cinéma, c'est assez intéressant d'observer les échanges qui se créent entre les réalisateurs qui viennent présenter leurs films. On a reçu Christophe Barbier qui est venu présenter Petit Pays, issu du roman de Gaël Faye, dans le cadre du Barcelona International Film Festival. Et il était assez effaré de la technicité des questions qui lui étaient posées. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ne l'ont pas vraiment interrogé sur le film et sur les intentions qu'il a voulu donner dans le film, mais plutôt sur la manière dont il a réalisé le film. Et effectivement, c'est pareil quand on reçoit des écrivains. Beaucoup de gens lisent le livre et ensuite demandent à l'auteur comment il a écrit, comment il a travaillé. Mais il y a très peu de questions, ou en tout cas moins de questions, sur le fond des choses. Bon voilà, c'est tout aussi plaisant, hein, mais effectivement, je crois qu'il y a un œil assez technique chez nos amis catalans qui effectivement essayent de comprendre comment on fonctionne, plus que de s'attacher sur le propos ou le fond du sujet. Bon, c'est une analyse toute personnelle, mais... Et vous pensez que le public français est tout aussi attentif à ce qui se passe en Espagne, niveau artistique, cinématographique? Peut-être de manière un peu moins approfondie. Moi, je suis vraiment impressionné par les Espagnols qui connaissent vraiment énormément de notre culture et de notre patrimoine culturel et artistique. Beaucoup d'auteurs, beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'acteurs, beaucoup de musiciens. En France, parfois, on s'arrête à Almodóvar, Penélope Cruz, Carlos Zafón pour la littérature, et peut-être qu'on va un peu moins en profondeur. En tout cas, humblement, c'est sans doute ce qui me concernait avant que je n'arrive en Espagne. Et pour ça, effectivement, on peut reconnaître une chose, c'est que l'immersion dans un pays, et l'immersion que j'ai la chance de vivre en Espagne, me permet vraiment d'aller plus en profondeur dans la culture hispanophone, espagnole et catalane par rapport à celle que j'avais avant d'arriver ici. Merci beaucoup, Max Vasseur, de nous avoir reçus ici, Avec l'Institut plaisir. français de Barcelone. Vous êtes, je le rappelle, directeur de cet institut. Pour en savoir plus, le site internet institutfrançais.es. Zone Europe. Un peu de gastronomie maintenant. Mathis Godefroy a rencontré pour nous le chef étoilé Romain Fornel. Il est installé ici à Barcelone depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Barcelone ? L'envie de découvrir autre chose, l'envie de me projeter dans quelque chose qui soit un peu différent d'un parcours classique de cuisinier qui reste dans son pays. C'est surtout ça qui m'a fait bouger. Avez-vous eu des appréhensions avant de venir ici ? Non, quand on a 22 ans, on n'a peur de rien, donc j'ai jamais eu peur. Et puis voilà, il suffisait de travailler, de montrer qu'on avait envie de s'installer ici, de réussir et de grandir ici. Comment avez-vous fait pour vous faire votre place ici ? Je suis arrivé avec rien surtout, je suis arrivé juste avec l'envie de bien faire et une petite formation en France. Je suis arrivé, voilà, puis j'ai commencé à m'adapter, à comprendre ce qui se passait dans cette ville.
à comprendre ce qu'aimaient les gens qui habitent dans cette ville, à comprendre ce qu'aimaient les gens qui venaient visiter cette ville. Et à partir de là, voilà, on a commencé à monter un restaurant, puis 2, puis 3. Voilà, on a monté un petit groupe de restaurants qui s'appelle Goût Rouge. Déjà, il faut s'asseoir, regarder, observer et puis s'adapter. Voilà, on n'arrive pas avec ni des préjugés. On essaie de voir ce qui plaît. Et à partir du moment où on comprend un petit peu ce qui se passe ici, on va voir les marchés, on va voir les gens qui mangent au restaurant, on va voir les restaurants, les habitudes, et petit à petit on s'adapte. Mais je pense que ça vaut pour tous les pays du monde. Votre cuisine est-elle essentiellement espagnole ou française? Bien sûr, on a une touche française, mais c'est pas. On a des techniques actuelles, et puis surtout on travaille beaucoup de plats, par exemple ici à la plage on fait des paellas par exemple, voilà, où on fait des poissons à la braise. Voilà, donc on a adapté notre cuisine à un lieu. Qu'est-ce que vous aimez ici? Barcelone, c'est une ville qui est fabuleuse. Elle est au bord de la mer, c'est une énergie folle toute l'année, c'est des vacances toute l'année, quoi. Non, il y a une certaine douceur de vivre qui est due à la Méditerranée, à mon avis, et qui est due à cette envie d'avancer, cette envie de réussir, cette envie de faire la fête, de s'amuser, de construire, de travailler, qui est beaucoup plus agréable que dans d'autres pays. Zone Europe sur Sensation. Merci aux équipes techniques de Radio Sensation pour toutes ces belles images à Barcelone. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation, mais aussi sur TV78. Très bonne soirée à toutes et à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.